Mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'Université de Genève pour cette soirée. Bonjour madame, nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Madame? Oui, pardon, c'est à vous que je m'adresse. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Ben, vous pensez bien, c'est absolument fascinant finalement. En un simple coup d'œil, en une fraction de seconde, madame et moi, nous savons que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous ne nous sommes jamais croisés ni parlé. Mais finalement, comment faisons-nous pour savoir que nous connaissons ou non la personne qui est en face de nous si vite? Comment fait notre cerveau? Comment faisons-nous pour dire mais ça c'est un proche, c'est une voisine, c'est une collègue, c'est même quelqu'un que nous avons rencontré une ou deux fois peut-être simplement au cours de notre vie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et nous allons peut-être mieux comprendre pourquoi ce soir. Cette semaine, vous le savez donc, c'est la semaine internationale du cerveau et à cette occasion, l'Université de Genève organise ce soir, cette soirée, Reconnaître les autres. C'est vraiment tout un programme, Reconnaître les autres. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir trois personnes qui seront à côté de moi mais qui se cachent au premier rang. Ce sont trois spécialistes des neurosciences, Monsieur Patrick Vuillemier, neurologue à l'Université de Genève ici, David Sander, psychologue aussi à l'Université de Genève, et Roberto Caldara, qui lui est à l'Université de Fribourg et qui est psychologue. Je vous les présenterai plus en détail tout à l'heure. Vous allez l'entendre, ce qu'ils ont à nous dire est tout à fait passionnant, car non seulement notre cerveau est capable donc de reconnaître autrui, de reconnaître la personne qui est devant nous, mais il est même capable de détecter sur son visage ses émotions, les émotions qui animent notre vis-à-vis. Cela dit, notre cerveau n'est pas toujours aussi habile dans ces tâches-là. Vous l'aurez remarqué, nous reconnaissons beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement quelqu'un qui appartient à notre propre race. Alors, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un dernier mot pour vous préciser que après les trois conférences, c'est vous qui aurez la parole. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous intriguent et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Monsieur Patrick Vuillemier, s'il vous plaît, c'est vous qui ouvrez le banc. Donc Patrick Vuillemier est directeur. Je ne me suis pas mise là-bas parce que je suis trop petite, alors je n'arrivais pas à vous voir et vous ne m'auriez pas vu. Monsieur Patrick Vuillemier est directeur du laboratoire de neurologie du comportement et neuroimagerie cognitive ici à l'Université de Genève. Et il dirige aussi le Centre interfacultaire de neurosciences, un centre qui est à cheval entre le département de neurologie des hôpitaux universitaires et la faculté de médecine de l'université. Que je vous dise aussi que Patrick Vuillemier est neurologue, neuropsychologue et qu'il utilise beaucoup les techniques d'imagerie, de neuroimagerie pour étudier notre cerveau. Il va donc nous dire comment nous faisons pour nous reconnaître. Merci beaucoup pour cette introduction. Je dois préciser que ma voix est un petit peu enrouée parce que j'ai malheureusement une grippe depuis le début de la semaine. On va essayer de tenir en tout cas 20 minutes. Est-ce que vous m'entendez comme ça? D'accord. Est-ce que ça va mieux? Voilà. Donc effectivement, je vais vous donner dans ces premières 20 minutes une introduction très générale en fait sur les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la perception des visages. Et plus de détails viendront ensuite avec mes collègues. Lorsqu'on parle en fait de l'évolution du cerveau ou de l'évolution des fonctions cognitives particulières, non, vous n'entendez pas. Attendez, je vais... Voilà. Lorsqu'on parle de l'évolution cérébrale ou lorsqu'on parle des fonctions cognitives, il est de bon ton en général de faire référence au fait que nos ancêtres ont dû survivre dans un environnement particulier qui avait toutes sortes de contraintes. Il fallait pouvoir repérer des aliments particuliers, chasser le gibier, se souvenir d'où était sa caverne le soir, etc. Mais visiblement, l'évolution nous avait préparé à survivre dans des environnements très particuliers. Je ne sais pas s'ils sont plus excitants ou moins excitants, c'est selon. Mais certainement, pour l'homme moderne, le paysage dans lequel nous évoluons quotidiennement est en fait très fortement influencé par la présence d'autres individus de notre espèce et la capacité de s'orienter, d'agir conformément à l'identité, à d'autres informations qui sont liées à d'autres individus de notre espèce, est certainement un des facteurs prédominants pour notre vie quotidienne.
Et en fait, depuis une dizaine d'années, il y a même eu une hypothèse proposée par certains anthropologues, en particulier M. Dunbar à Oxford, l'hypothèse du cerveau social, qui postule même que les demandes très particulières imposées par la vie en société, le fait de devoir se souvenir de qui est qui a fait quoi, de hiérarchies potentiellement changeantes, est un des facteurs qui a contribué au développement très particulier du cerveau humain et des capacités cognitives disons, très sophistiquées. Et clairement, la perception de l'identité, la capacité de reconnaître différents signaux qui nous viennent des autres, et en particulier de leur visage, est certainement une des capacités cognitives ou perceptuelles très sophistiquées et très importantes de l'être humain. Et en fait, voilà, la notion même d'identité, officiellement, sur nos cartes d'identité, est liée directement à l'information qui est fournie par notre visage. Et l'incapacité à distinguer qui est qui ou différentes informations transmises par des visages, certainement, une telle incapacité aurait des conséquences très importantes sur notre fonctionnement social et a des conséquences très importantes pour les patients qui ont des difficultés précisément à reconnaître des signaux soit liés à l'identité ou à d'autres aspects des visages. Et ces capacités particulières qui sont liées à toutes les informations qu'on est capable d'extraire d'un visage humain sont reflétées quelque part par l'évolution du cerveau et la spécialisation du système visuel lui-même. On connaît en fait maintenant très très bien le système visuel des primates, y compris le nôtre, et en particulier l'avancée des techniques d'imagerie cérébrale a permis vraiment d'identifier très précisément la fonction d'aire visuelle au sein du cerveau humain ou du cerveau des primates proches de nous, qui ne sont pas forcément identifiables, si vous voulez, anatomiquement, mais qu'on peut identifier fonctionnellement. Et maintenant, on connaît très bien qu'il y a un certain nombre d'aires qui sont spécialisées pour la détection de contours, de formes, des aires qui sont détectées, qui sont spécialisées pour la détection de mouvements, des régions qui sont spécialisées pour la détection de couleurs. Et en fait, c'est seulement depuis peut-être un peu plus qu'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qu'on a découvert, et en fait, en particulier grâce à l'imagerie fonctionnelle chez l'homme, et ça a été depuis confirmé en fait chez l'animal, qu'il existe des régions ici, sur la partie inférieure et antérieure du lobe temporal, des régions qui semblent être spécialisées pour la reconnaissance et le traitement des visages humains. En fait, on parle, cette région qui est dans un gyrus qui s'appelle une circonvolution qui s'appelle le gyrus fusiforme, est parfois appelée l'aire des visages ou l'aire des visages du fusiforme, le fusiforme FFA techniquement. Et une des premières descriptions spécifiques date seulement de 1997, mais il y avait des descriptions par avant. Accessoirement, peut-être, ça vaut la peine de mentionner que beaucoup de chercheurs ont cherché à distinguer ou à identifier un certain nombre de régions qui seraient spécialisées pour des choses très particulières et très importantes, des aliments, des animaux. Et en fait, à part les visages et des silhouettes, des parties du corps, et en particulier des parties qui bougent, il n'y a pas d'autre région dans le système visuel qui est spécialisée pour une catégorie d'objets particuliers. Il n'y a pas une région, je ne sais pas, des chaises ou une région des animaux ou d'ustensiles particuliers. Donc il semble que notre cerveau a spécialisé au sein des différentes régions du cortex visuel une aire particulière qui semble être particulièrement importante pour reconnaître et traiter l'information visuelle qui reflète l'identité d'un visage. Et donc, comme je le mentionnais, en fait, la fonction exacte de ces régions reste encore partiellement inconnue, mais est explorée assez intensivement avec différentes techniques d'imagerie, en particulier des techniques d'imagerie fonctionnelles par IRM, où, si on s'intéresse à la dynamique temporelle, la rapidité de certains processus, on peut utiliser d'autres techniques comme l'électroencéphalogramme. L'essentiel des résultats que je vais vous présenter concernent des résultats qui sont obtenus avec l'IRM fonctionnel. Donc, sans entrer trop dans les détails, simplement pour vous donner un aperçu du paysage cérébral ou des grands circuits cérébraux qui sont typiquement impliqués dans cette
dans ce domaine. On sait maintenant très parfaitement que chez tous les individus, vous et moi, à peu de choses près, et chacun d'entre vous ici, lorsqu'on étudie les régions cérébrales qui s'activent spécifiquement lorsqu'on perçoit un visage, et ceci de façon différentielle par rapport à la perception de n'importe quel autre objet, y compris des objets symétriques, des objets très familiers, des animaux. Il y a un certain nombre de régions qui s'activent systématiquement, et ces régions en particulier sont toutes celles qui sont illustrées sur cette image. Il y a ces deux régions, donc les régions sont en général bilatérales, si vous voulez, mais prédominent en général dans l'hémisphère droit. Il semble que l'hémisphère droit, chez l'homme, a une certaine préférence pour la reconnaissance des visages. Mais grosso modo, il s'agit de régions symétriques. Il y a cette région qui était la première bien décrite, qui est cette région dans la partie inférieure du lobe temporal, ici, et donc qui s'appelle l'aire fusiforme. Et là aussi, sans entrer dans les détails, il semble que c'est une des régions qui est absolument critique pour extraire l'identité d'une personne. Et si vous y réfléchissez, l'identité d'une personne n'est pas forcément quelque chose d'évident à extraire. Pourtant, quand vous voyez une série d'images comme celle-là, c'est évident pour nous tous que ces deux images sont celles d'une même personne, alors que ces deux images sont des personnes différentes, quand bien même, si vous voulez, visuellement, en termes d'images proprement dit, ces deux images sont bien plus ressemblantes. Et on pense que cette région-là contribue à reconnaître justement une personne, mais indépendamment finalement de l'image exacte qui est vue. Ça peut être une image de face, une image de trois quarts, il peut y avoir une partie qui manque. C'est la région qui est importante pour extraire la forme du visage qui traduit l'identité. Une autre région qui semble être très liée à ce même processus est un petit peu plus en arrière, et on s'y intéresse en fait seulement un peu plus récemment. Et elle est non pas dans le gyrus fusiforme, mais dans le gyrus occipital inférieur. Et si celle-là s'appelle la FFA, celle-là s'appelle souvent la OFA. Et on ne comprend pas entièrement encore la fonction de cette région, mais il semble qu'elle réponde un peu plus aux parties internes du visage, sans nécessairement répondre aussi bien à l'ensemble des parties qui traduisent l'identité du visage. Une troisième région qui est systématiquement activée, si vous voulez, lorsque on prête attention à des visages, est cette région ici, à l'arrière de ce grand sillon, qu'on appelle le sillon temporal supérieur. Et cette partie postérieure semble être intéressée par un certain nombre de choses qui bougent dans les visages. Une des choses particulières qui bouge est le regard. Et il semble que cette région est très importante pour détecter la direction du regard et savoir en particulier si quelqu'un vous regarde, si quelqu'un regarde à côté. Et peut-être aussi dans la perception où des régions proches de cette région peuvent être importantes pour traiter ou reconnaître d'autres aspects du visage qui bougent, comme par exemple les lèvres et peut-être certains aspects des expressions elles-mêmes. Et finalement, une autre région aussi très importante est cette région dont David Sander va vous parler, je pense, abondamment, qui est qu'on appelle l'amygdale. Donc, vous savez qu'il y a des amygdales dans la gorge, mais il y en a aussi dans le cerveau. Donc, sur la partie interne du lobe temporal, ici, il y a ces deux régions qui semblent très intimement liées aux émotions et, entre autres, à la reconnaissance d'émotions dans des visages, mais peut-être pas seulement dans les visages, dans les voix ou d'autres modalités. Le développement des techniques d'imagerie actuellement ne permet pas seulement de mettre en évidence quelles régions s'activent dans quelles conditions, mais aussi de mesurer ou d'identifier chez un cerveau, chez vous et moi, c'est un cerveau, si vous voulez, vivant, l'existence de connexions entre différentes parties du cerveau. C'est une technique qu'on appelle l'IRM de diffusion. Et par exemple, de la même manière qu'on a pu étudier quelles régions s'activent en réponse à quelle stimulation et quels aspects dans un visage modulent l'activation, on peut maintenant étudier aussi comment ces différentes régions sont connectées. Là, je vous montre des données qui viennent de chez nous, mais qui montrent que, par exemple, la région de l'aire fusiforme se connecte avec certaines régions, alors que l'aire qui est intéressée par le regard ou par les mouvements dans le visage se connecte avec d'autres régions. Donc on peut, chez un sujet, à la fois tester la réponse des régions, mais aussi l'anatomie, la connexion, l'architecture des différentes régions, comment ces régions parlent les unes avec les autres.
Et sans entrer dans les détails, un modèle assez classique, et je vous dis tout de suite pour les spécialistes qu'il y a certainement des erreurs ou des imprécisions dans ce modèle, mais un des modèles qui est classique, bon, utilisé par beaucoup de chercheurs, est de concevoir la reconnaissance des visages comme impliquant un réseau qui est en fait distribué sur l'ensemble du cerveau. Il y a ces trois régions clés ou centrales que je mentionnais auparavant, donc dans cette partie du fusiforme, la partie occipitale et cette partie du sillon temporel supérieur, qui semblent fonctionner de façon très intimement liées les uns avec les autres. Et ces différentes régions semblent distribuer de l'information à d'autres parties du cerveau pour reconnaître d'autres aspects que simplement la forme visuelle ou les mouvements à l'intérieur d'un visage. On pense que les connexions de ces régions avec les parties antérieures ici du lobe temporel sont celles qui sont importantes pour reconnaître l'identité d'une personne, pas seulement l'identité visuelle, mais savoir que la personne que vous voyez a un nom, que vous l'avez éventuellement rencontré à un endroit ou à un autre. Comme je disais, il y a des connexions avec cette région antérieure de l'amygdale qui sont importantes pour extraire l'information liée aux expressions émotionnelles. Des connexions avec ces régions plus postérieures qui semblent importantes pour associer un visage avec des mémoires ou des épisodes particuliers. Et d'autres régions ici en avant du lobe frontal, sur la partie interne, qui semblent être très importantes pour déduire d'un visage quels sont les états mentaux potentiels ou certains attributs sociaux. Maintenant, ce qui fait la particularité du traitement visuel, quelle est la spécialisation, si vous voulez, de ces régions du système visuel pour la reconnaissance des visages, reste relativement peu claire. Une hypothèse qui est souvent mise en avant, c'est que ce qui a été particulier dans la spécialisation de cette région visuelle, c'est la capacité à traiter un visage dans son ensemble, c'est-à-dire qui nous rend relativement incapables de traiter des éléments internes d'un visage sans traiter l'ensemble du visage. Si vous fixez ce visage, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous avez l'impression de loucher ou d'avoir une vision double. C'est relativement impossible ou très difficile de se focaliser sur une partie. Et ça fait presque mal aux yeux, si vous voulez, de regarder cette image, parce que notre cerveau essaye de faire correspondre cette image à une image d'un visage standard qui n'a pas 4 yeux, mais qui a 2 yeux. Il est relativement difficile de percevoir parties internes sans les mettre toutes les unes en relation les unes avec les autres. Un exemple classique qui est utilisé parfois comme test, c'est si vous voyez ces deux visages, pour vous, probablement ils se ressemblent beaucoup, ils ne se ressemblent pas du tout, mais en fait, ils ont par exemple exactement le même nez. Et en fait, on peut montrer que c'est très difficile de percevoir qu'une partie interne des visages est la même ou différente lorsqu'elle est comprise dans le reste d'un visage. On est relativement incapable de traiter une partie séparément. On perçoit en général la configuration de ces différents éléments. Alors, le fait qu'il existe des régions cérébrales qui sont spécialisées pour le traitement de certains des visages ou de certains aspects liés au visage a bien sûr comme conséquence que des patients qui malheureusement souffrent de lésions ou de dysfonctions affectant certaines parties de ce réseau vont présenter des déficits correspondants et qui peuvent être parfois très, très handicapants. Celui qui est le mieux connu, bien qu'en fait il est relativement peu compris encore, même si ça fait maintenant plus de 60 ans qu'il a été décrit pour la première fois, est un trouble qui a un nom un peu barbare qui s'appelle la prosopagnosie. Ça vient du grec, proso étant lié à visage, agnosie voulant dire l'incapacité de reconnaître ou de connaître. Et en fait, on connaît depuis les années, bien avant l'imagerie cérébrale, on sait que certaines lésions, justement dans la partie inférieure du lobe temporal et des parties postérieures du système visuel, peuvent perturber sélectivement la reconnaissance des visages. Les patients qui sont atteints de ce trouble sont incapables de reconnaître, de faire la différence entre deux personnes, même s'ils les connaissent très bien, même leur propre visage dans un miroir ou sur une photo. Et ça peut être donc un problème, comme vous imaginez, très handicapant. Quand bien même ces patients sont par ailleurs, bien sûr, tout à fait normaux du point de vue cognitif, mais peuvent être remarquablement normaux du point de vue d'autres fonctions visuelles. Ils peuvent reconnaître toutes sortes de fleurs, toutes sortes d'autres objets, d'autres
ils n'ont pas de déficit, si vous voulez, de la vision à part ça. Et ce qui peut être remarquable aussi chez certains de ces patients, c'est que la reconnaissance des expressions et de la position du regard, comme ça implique d'autres aires, peut être tout à fait préservée. Beaucoup plus récemment, on s'est aperçu que certaines personnes pouvaient avoir des problèmes dans la reconnaissance des visages et parfois en fait aussi avoir une prosopagnosie, c'est-à-dire pratiquement être incapable de faire la différence entre deux personnes sans avoir de lésion cérébrale. Et c'est ce qu'on appelle la prosopagnosie développementale ou congénitale. Et ça fait seulement depuis quelques années qu'on s'y intéresse plus activement et certains chercheurs ont été jusqu'à dire qu'il y a 2% de la population qui présente de telles difficultés. Donc, dans un auditoire comme celui-là, peut-être il y a un certain nombre de personnes qui seraient, si vous voulez, affectées par ces difficultés qui pourraient être intéressantes pour nous. Ce qui est relativement remarquable, c'est que là aussi, ces patients semblent avoir très souvent des difficultés pour reconnaître des visages qui datent de la petite enfance et sans aucun autre déficit pour reconnaître d'autres objets. Les gens peuvent être soit relativement gênés par ces difficultés, mais ne pas oser en parler, ou il semblerait qu'il y a peut-être un élément génétique, donc ces difficultés parfois viennent plusieurs reprises dans la même famille. Et j'ai vu des patients, des sujets qui pensaient qu'en fait c'était tout à fait normal, dont leur famille n'était pas physionomiste, parce que leurs parents avaient le même problème. Et encore une fois, cette difficulté à reconnaître les visages congénitales est associée à aucune lésion particulière. Et lorsqu'on utilise des techniques d'imagerie, c'est relativement débattu encore de savoir s'il y a des anomalies fonctionnelles, mais ce qu'on a pu observer, c'est que certaines de ces régions sont encore présentes et sont encore activées par des visages. Peut-être c'est leur connexion avec d'autres régions, comme les régions qui sont impliquées dans la mémoire, qui sembleraient être peut-être déficitaires ou en tout cas atypiques. Et certains auteurs ont montré par exemple que certaines des régions justement qui lient le système visuel au système de mémoire ont des différences de volume ou peut-être de connexion par rapport à des sujets normaux, plus typiques, qui reconnaissent normalement les visages. À part la génétique, on sait qu'il peut y avoir des facteurs liés à l'expérience et on connaît encore très mal en fait comment ces régions visuelles se spécialisent, mais un travail relativement intéressant qui a été fait par des Canadiens il y a déjà quelque temps suggérait que des déficits visuels de la très petite enfance pouvaient avoir des conséquences sur ces talents visuels très particuliers qui sont nécessaires pour reconnaître des visages. Et ce qu'ils avaient fait, c'était étudier des enfants qui naissent avec des cataractes, quelque chose qui n'est pas forcément très rare, et qui de nos jours est opéré très tôt. Mais parfois, suivant de quel pays aussi vous provenez, l'opération peut être relativement tard. En Inde, on sait, et actuellement c'est en train d'être étudié, il y a des gens qui sont opérés de la cataracte, qui sont aveugles pendant 20 ans, et qui sont opérés seulement après 20 ans, et on s'intéresse à voir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à ce moment-là. Mais là, ces auteurs au Canada ont étudié des enfants qui ont eu une cataracte et qui ont été aveugles, si vous voulez, entre 2 et 6 mois, et les ont en fait étudiés quand ils étaient adultes. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les enfants qui avaient été aveugles pendant quelques mois, à l'âge adulte, étaient moins bons ou avaient certaines difficultés très particulières pour la reconnaissance des visages. Donc l'exposition, en particulier peut-être à des stades précoces, à des visages, va influencer la spécialisation de ces régions. Et nous-mêmes, on a étudié en fait, le développement de ces régions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est effectivement que cette région de l'aire des visages, au début, si on teste, je ne vais pas entrer dans les détails, mais jusqu'à 17 ans à peu près, ne montre pas encore un profil tout à fait adulte, jusqu'à l'adolescence. Et après l'adolescence, on observe en fait une spécialisation qui est celle qu'on connaît typiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que la même région, on sait maintenant qu'elle répond aussi parfois à certaines parties du corps, pas seulement du visage, où c'est une partie proche. Mais cette réponse à des parties du corps, elle existe déjà plus tôt. Donc en fait, de la même manière, cette partie latérale qui répond au corps aussi répond, elle, beaucoup plus tôt. Donc il semble que le cerveau visuel de l'enfant, qui peut-être a une plus grande sensibilité d'abord pour la reconnaissance des parties du corps, des membres, des parties qui bougent, et c'est seulement beaucoup plus tard, au cours de l'enfance et de l'adolescence, que la spécialisation pour la reconnaissance des visages se développe. Et ça a des implications aussi pour comprendre certains autres déficits qui sont associés à des difficultés de visage, comme lors de l'autisme. Je crois que vous avez eu une conférence
un sujet en début de semaine. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que petit à petit, la description de ces réseaux qui sont spécialisés pour différents aspects, de différentes informations qui sont véhiculées par les visages et les connexions qu'il y a entre ces différentes régions permet de comprendre même certains troubles qui paraissent a priori très curieux et qu'on connaissait en fait surtout dans le domaine de la psychiatrie et dans le cas de certaines maladies cérébrales particulières, comme le délire de Capgras ou le délire de Fregoli, qui sont des syndromes qui peuvent paraître très très curieux. Le syndrome de Capgras est la conviction d'un patient que la personne qui est en face de lui, même si elle a le visage par exemple de son mari, n'est pas son mari, mais est un imposteur qui essaie de se faire passer pour son mari et qui est déguisé par son mari. Et ce qui est très déroutant lorsqu'on rencontre ces patients, c'est que les patients vont vous dire c'est absolument incroyable, cette personne avec tous les détails ressemble exactement à mon mari, même cette petite cicatrice, c'est exactement la même. Pourtant, je vois bien que c'est quelqu'un qui n'est pas lui. Le délire de Fregoli est un petit peu l'inverse, c'est quelqu'un qui est persuadé que vous, que je ne connais pas, en fait, vous êtes quelqu'un de proche que je connais qui s'est déguisé, qui essaie de se dissimuler. Et en fait, ce qu'on a pu démontrer, ou ce qu'on pense, c'est que ces syndromes représentent une disconnexion, si vous voulez, des régions qui reconnaissent l'apparence visuelle d'une personne et qui l'associent avec les souvenirs qu'on a. Et lorsqu'on reconnaît la personne visuellement, mais que ça n'active pas peut-être certaines associations émotionnelles ou certains souvenirs comme ça devrait être le cas, la personne a l'expérience de reconnaître visuellement la personne, mais en même temps l'expérience que ce n'est pas associé au sentiment de familiarité ou peut-être aux mouvements particuliers du visage qui sont typiques de la personne qui est bien connue. Donc, une mauvaise coordination de ces régions peut avoir des conséquences assez particulières. Donc voilà, donc, brièvement, reconnaître des visages implique non seulement des capacités visuelles, mais qui sont particulières, qui peuvent être influencées en partie par la génétique, par l'exposition précoce, mais aussi la capacité de mettre en relation ce traitement visuel avec bon nombre d'autres capacités liées à la mémoire, liées aux émotions. Et David Sander va vous parler de la suite. Merci beaucoup, Monsieur Villomenier. Il y a une chose que l'on retiendra de votre présentation, je suis sûre, c'est que l'ère du visage, c'est le gyrus Marilyn Monroe, n'est-ce pas? Au fond, si on ne se souvient plus du terme, on dira ça comme ça. Bien, alors, on l'a vu, notre cerveau, c'est un système assez complexe qui a différentes zones, différents réseaux de neurones interconnectés, visuels, mémoire et autres. Mais on l'a dit, non seulement nous pouvons reconnaître notre vis-à-vis, mais même détecter dans son visage, dans sa voix aussi, dans ses postures aussi, ses émotions, la tristesse, la joie, la colère, etc. etc. Alors, c'est d'ailleurs au fond ce qui fait la beauté du talent des actrices comme Marilyn Monroe, c'est que ces acteurs et actrices n'ont même pas besoin de parler, on sait ce qu'ils pensent et c'est assez émouvant. Alors encore une fois, comment est-ce que notre cerveau s'y prend pour reconnaître tout ça? C'est David Sander qui va nous le dire. Donc vous, David Sander, vous êtes psychologue, vous dirigez le laboratoire d'études de l'émotion à l'Université de Genève et en plus, vous êtes le coordinateur scientifique du pôle de recherche national suisse en sciences affectives. À vous la parole. Moi. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de vous parler d'émotion et de vous parler de la manière dont notre cerveau essaye de reconnaître justement les émotions d'autrui. Alors, comme l'a très bien dit Patrick Villomenier, le visage est extrêmement riche en informations et le simple fait de voir un visage va vous permettre de reconnaître le genre de la personne, est-ce c'est un homme ou une femme, est-ce que cette personne vous regarde ou non, qui est cette personne, son identité, et également, très très rapidement, de reconnaître quelle émotion a cette personne. Je ne sais pas si vous arriveriez à dire quelle émotion a cette personne, probablement vous reconnaîtriez la peur, d'accord ? Et ce qui est assez différent des circuits cérébraux dont Patrick Villomenier a parlé, qui est assez spécifique à l'émotion, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a les régions qui sont impliquées pour la reconnaissance des émotions chez autrui sont en fait en général les mêmes régions qu'on trouve impliquées quand on ressent soi-même des émotions. D'accord ? Donc il y a une dissociation qui n'est pas évidente à faire entre quelque chose qui serait de l'ordre du perceptif d'un stimulus visuel et puis de l'ordre de quelque chose qui serait un ressenti. Et ce sera le thème d'ailleurs principal, je pense, de la conférence demain de Julie Grèze, donc je ne vais pas énormément parler de ce thème-là. Mais je voulais juste vous dire que si vous reconnaissez une émotion chez autrui,
Vous pouvez la reconnaître par son visage, évidemment, mais je ne vais pas uniquement parler du visage, parce que par sa voix, si quelqu'un a peur, vous allez l'entendre crier, et vous allez reconnaître, de par sa prosodie émotionnelle, par exemple, que la personne a peur. Il y a même certaines études qui suggèrent que si vous sentez la personne, de par sa sueur, vous pourriez avoir des indications sur le fait que la personne a été effrayée ou non. Alors effectivement, le siège de l'émotion, c'est le cerveau, et c'est un cerveau qui a évolué. Et ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que Darwin, le père, disons, des théories modernes de l'évolution, est un de ceux qui a rendu scientifique l'étude de l'émotion. Il l'a rendu scientifique de par l'étude des expressions émotionnelles. Donc si cela vous intéresse, il y a un très bel ouvrage de Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et l'animal, qu'il a publié 16 ans en fait, après sa théorie de l'évolution. Et son idée a été d'appliquer la théorie de l'évolution des espèces à l'émotion, et en particulier à l'expression des émotions. Alors qu'est-ce que nous dit Darwin? Il nous dit tout d'abord que selon lui, il y a ce qu'on appelle une continuité phylogénétique, c'est-à-dire que la manière dont vous allez exprimer la colère, la peur, le dégoût est finalement très proche de la manière dont nos ancêtres auraient exprimé ces émotions. Donc on aurait un héritage historique au cours des espèces. Il y aurait également, selon lui, des composantes innées et universelles de l'expression des émotions. Ça a été des thèmes très débattus, ce sont encore des thèmes très débattus actuellement. L'influence de la culture dans la reconnaissance des émotions, par exemple. Mais selon Darwin, donc ce sont des illustrations tirées de son ouvrage, on pourrait reconnaître très facilement les émotions chez quelques bébés que ce soit dans le monde. Et puis, ce peut-être pourquoi Darwin a été le plus novateur, ça a été de dire que l'expression des émotions avait une fonction évolutionnaire adaptative positive. Vous savez que dans l'histoire de la pensée, on a souvent considéré que l'émotion était relativement négative, quelque chose qui empêchait la rationalité ou la raison. C'est des choses qu'on a un petit peu oubliées maintenant ou mis de côté, et on se concentre plus sur les aspects positifs et utiles, disons, de l'émotion. Et Darwin avait beaucoup insisté sur le fait que la raison pour laquelle on exprime une émotion, par exemple avec le visage, de la manière dont vous le faites encore maintenant, aurait une raison d'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que vous exprimeriez la colère de la manière dont vous le faites, la peur de la manière dont vous le faites, le dégoût de la manière dont vous le faites, par exemple. Et c'est une hypothèse qui date donc de 1872 et qui a été testée seulement très récemment. Donc il a fallu attendre 2008 pour que quelqu'un teste vraiment cette hypothèse de Darwin. Et c'est une hypothèse qui est un tout petit peu révolutionnaire dans le sens où, si je vous demandais, et c'est la plupart des gens pensent cela, c'est que l'émotion sert avant tout à communiquer quelque chose. La plupart des gens vont dire que si on a une émotion, c'est pour communiquer à autrui son état mental. D'accord ? L'idée que le visage est un peu la vitrine de l'âme. Ce que proposait Darwin et ce qui a été testé ici, c'est l'idée que l'expression faciale module votre relation avec l'environnement. Alors par exemple, si vous regardez ces deux visages, est-ce que vous pourriez voir quelles émotions sont exprimées? Donc d'un côté, quelque chose qui ressemblerait à du dégoût, et ici quelque chose qui ressemblerait à de la peur. Alors vous vous rendez compte qu'il y a une variabilité interindividuelle dans la reconnaissance des émotions, d'accord, ce n'est pas des signaux qui sont forcément tout de suite bien reconnus, mais quelque chose qui frappe, c'est que dans la peur, si je vous demandais tous d'exprimer la peur maintenant, d'accord, si vous exprimez avec le visage la peur, vous voyez que les canaux sensoriels s'ouvrent, c'est-à-dire les yeux s'ouvrent grand, la bouche s'ouvre grand, même les narines s'ouvrent un peu, contrairement au dégoût où tout se ferme. Et c'est tout à fait cohérent, si vous sentez une odeur qui est dégoûtante ou si vous mangez de la viande avariée, il faut rejeter, d'accord, le stimulus, et c'est la fonction du dégoût, c'est le rejet. Alors que dans la peur, il faut augmenter la vigilance, faire face à l'environnement et percevoir le mieux possible. Et dans cet article, notamment, ils ont montré que le champ visuel subjectif était augmenté chez des gens qui avaient une expression faciale de peur. Mais alors, où est la communication dans cette histoire? Eh bien, c'est possible qu'elle arrive que dans un second temps et que d'abord l'émotion soit apparue dans l'interaction avec son environnement, pour être plus vigilant, par exemple, face aux prédateurs quand on a peur. Donc une fonction, l'adaptation à l'environnement. Mais quid de la fonction sociale? Évidemment, elle est très importante. Est-ce qu'elle était primaire ou non? C'est difficile à savoir. Mais les signaux sociaux sont extrêmement utilisés. Et en fait, l'expression faciale émotionnelle a une fonction de communication sociale et d'information sociale. Ici, je vous présente juste une étude qui a été très utilisée en psychologie développementale, qui est l'étude de la falaise visuelle, dans laquelle vous avez un petit bébé. Je vais peut-être juste baisser un petit peu la lumière si c'est possible pour que vous voyez la vidéo. Je vais parler en même temps parce qu'elle est en anglais. Mais donc l'idée, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est que vous avez
un petit bébé qui doit traverser ce que lui pense être une falaise. Évidemment, on ne va pas faire tomber l'enfant. Donc, en fait, il y a une glace qui lui permettrait de très bien passer. Et vous voyez que l'enfant veut aller retrouver sa maman, c'est sa mère qui est de l'autre côté. Et en fait, selon l'expression faciale que va faire la maman, et tout ça est bien manipulé expérimentalement, l'enfant va ou non traverser, d'accord, la petite falaise. Donc si vous avez Joe Campos qui explique l'étude, c'est celui qui a inventé ce qu'on appelle le social referencing. Et donc tout à l'heure, quand la mère exprimait de la peur, l'enfant ne traverse pas, parce que c'est un signal de danger potentiel dans l'environnement. En revanche, si jamais la mère sourit, comme vous voyez ici, j'espère, eh bien là, l'enfant ne va pas hésiter à traverser, bien que pour lui, ce soit presque comme traverser une falaise. D'accord ? Donc il va utiliser l'information rassurante du sourire pour traverser. Vous pouvez remettre un petit peu de lumière volontiers, merci. Et alors, peut-être un peu trop, et on utilise également l'information des visages au quotidien, dans l'interaction. Quel pain est-ce que vous préféreriez manger, par exemple ici? D'accord, les photons sont absolument identiques, mais évidemment, on évalue en fait les objets, on fait tout ça aussi dans les musées d'art contemporain, on évalue les tableaux en fonction de la manière dont les autres les apprécient, d'accord? Donc effectivement ici, vous voyez que si quelqu'un sourit, on a tendance à préférer ce que la personne regarde en termes de nourriture que si quelqu'un regarde la même chose avec une expression de dégoût. Et malheureusement, ce type de signal social, d'expression, peut être utilisé pour manipuler les gens, forcément. Et si jamais on voit une expression faciale de peur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un danger, d'accord, qu'il faut éviter. Et dans la mesure où la sécurité est une des valeurs les plus importantes pour tout le monde, eh bien, si jamais on dit « attention, il y a quelque chose qui va aller contre votre sécurité et la réaction qu'il faut avoir, c'est la peur », eh bien, ça peut modifier évidemment les comportements et les jugements des gens. Donc, il y a un signal très très fort qui peut être communiqué avec une expression faciale de peur. Alors, les émotions sont multiples, elles sont très variées, elles sont très très riches. Les théories vont jusqu'à dire qu'il y a quelques émotions de base, jusqu'à dire que finalement, il y a une infinité d'émotions. Mais les études, pour la plupart, ont porté sur l'idée d'émotions fondamentales, basiques, qui seraient quasiment universelles, qui sont les suivantes: la joie, la surprise, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Le mépris étant une émotion récemment ajoutée comme étant une de ces fameuses émotions de base. Et les chercheurs, notamment en neurosciences, se sont extrêmement intéressés à savoir comment est-ce que notre cerveau répond à ces émotions. Mais avant cela, ou en parallèle, ils sont aussi intéressés à comment décrire le plus précisément possible ces expressions faciales-là. Et sont apparues toute une série de techniques pour essayer de rendre objectif ce qui était exprimé sur les visages. Ici, vous avez par exemple un système qui a été mis au point dans les années 70 par Ekman et Friesen, qui s'appelle le Facial Action Coding System, avec l'idée qu'on peut, un peu comme une cartographie du visage, repérer une quarantaine de ce qu'ils appellent des unités d'action qui, lorsqu'on les combine, forment l'ensemble des émotions possibles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu la série Lie to Me à la télé. Donc la série Lie to Me est inspirée du travail de Paul Ekman. Sans commentaire. Et vous avez d'autres études qui, elles, avec des paradigmes que je ne vais pas développer, ont pu démontrer quelles sont les parties du visage qui sont les plus clairement importantes pour reconnaître une émotion. Par exemple, la joie, ce n'est pas surprenant, bien c'est le sourire qu'on va regarder principalement, d'accord, un muscle, le zygomaticus, sur lequel les gens vont se focaliser pour reconnaître la joie. La surprise, c'est plutôt la bouche ouverte. La peur, c'est essentiellement sur la base des yeux que les gens vont évaluer si quelqu'un a peur ou non. Pour la colère, c'est un petit muscle qui est autour des yeux, entre les deux yeux, qu'on appelle le corrugateur. Pour le dégoût, c'est un plissement du nez. La tristesse, plutôt ce qui se passe ici au niveau du front. Ici, vous avez un visage neutre. Donc tout ça pour vous dire qu'on commence à essayer de bien comprendre quelles sont les parties du visage qui, dans leur dynamique, permettent d'exprimer des émotions. Alors vous pourriez vous dire, tout ça est si simple, ça ressemble presque à un réflexe. On voit un visage et on reconnaîtrait l'émotion qui correspond, voire même on pourrait la ressentir. Mais le contexte est extrêmement important. Les informations culturelles, sociales, individuelles. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous reconnaissez son identité. Votre FFA, je pense, fonctionne très très bien. Vous avez pu reconnaître de qui il s'agit. Maintenant, est-ce que vous diriez qu'il est heureux ou triste? Si je vous donne un peu plus d'informations sur le contexte. Je vous donne encore un peu plus d'informations. Donc là, ce n'est pas évident de se rendre compte si jamais il est triste ou heureux, parce que vous savez tous et toutes qu'on peut pleurer de joie. Donc le contexte donne beaucoup d'informations pour inférer vraiment l'état émotionnel de la personne. Ici, je vais
juste vous montrer une petite vidéo qui, j'espère, vous fera le même effet qu'elle nous avait fait à l'époque. On était aussi avec Patrick Villemier, justement, à San Francisco, qui montre qu'il y a vraiment des différences contextuelles dans la manière dont même vous pouvez reconnaître une expression faciale émotionnelle et qui montre surtout l'interaction entre tous les outils de communication non verbale. Donc on exprime une émotion par le visage, on l'exprime dans la voix, je vous disais, par la prosodie notamment, on l'exprime aussi avec le corps, dans la posture. Et ici, c'est juste une petite vidéo d'un acteur qui utilise des masques, donc qui sont par définition figés. Et vous voyez qu'il a 2 masques dans les mains. Un masque sur lequel vous allez, je pense, clairement reconnaître de la colère quand il va le mettre de point de vue statique. Et puis ensuite, peut-être, si jamais ça fonctionne sur vous, de par sa posture, vous allez avoir l'impression même sur le visage de voir une autre émotion. Et je vous laisse voir. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, mais en tout cas, quand on était dans le public, on avait l'impression qu'il devenait vraiment triste. Donc même le visage, finalement, se mettait à exprimer de la tristesse. Alors cette idée de modulation du contexte a été très étudiée en neurosciences. Et ici, juste vous donner un exemple sur la manière dont ça peut être étudié. Évidemment, l'effet du contexte va être encore plus clair pour des émotions qui sont un peu ambiguës. Et une émotion particulièrement ambiguë, c'est la surprise. D'accord ? Si je vous montre ces 2 visages, ils sont évidemment identiques. Mais maintenant, si jamais on modifie le contexte, par exemple, si je vous mets les phrases suivantes, soit cette personne vient de voir son ami qui gagne une course de voiture, soit elle vient de voir son ami qui s'est fait renverser par une voiture. Bien dans un cas, on aura une tendance à inférer plutôt une émotion positive de joie, alors que dans l'autre cas, plutôt de la peur, d'accord, ou de la détresse à la limite. Eh bien, les études en IRM, je vous donne juste ici un exemple, ont montré que cette région qui est très impliquée dans l'émotion dont a parlé Patrick Villemier, qui est l'amygdale ici, est en fait très sensible à la différence de contexte. Donc pour un visage qui est visuellement identique, d'accord, le visage que je vous ai montré, le fait que le visage ait été précédé par une phrase négative en l'occurrence, fait que cette région répond plus au même visage que si ce visage a été précédé par exemple d'une phrase positive. Donc tout ça pour vous dire que ça va au-delà juste de la perception elle-même des caractéristiques visuelles des stimuli. Alors d'un point de vue général, ce qui a été démontré, c'est qu'effectivement, par exemple, si vous percevez un visage émotionnel, que ce soit de la peur ou de la colère ou de la tristesse par exemple, vous avez l'amygdale qui est une région tellement importante, même pour vos propres émotions, d'accord, quand vous-même ressentez des émotions, et que cette région semble moduler les régions qui sont très importantes dans le traitement des visages en général. Donc les régions en particulier dont Patrick Villemier a parlé, notamment cette fameuse fusiform face area, sont plus activées lorsqu'on voit un visage émotionnel que lorsqu'on voit un visage non émotionnel. Il semblerait que ce soit les régions émotionnelles qui permettent cette hyperactivation dans ces régions perceptives de traitement des visages. Et le même principe semble fonctionner pour la voix. Donc d'autres études menées ici à Genève ont également montré un rôle de l'amygdale quand vous traitez une prosodie de colère. Si vous entendez quelqu'un qui vous crie dessus avec une voix de colère, d'accord, bien, l'amygdale va être impliquée, et puis des régions qui sont normalement impliquées dans le traitement de la voix vont être plus activées parce que cette voix est émotionnelle. Et puis récemment, dans le centre de neurosciences, il a même été montré qu'on peut inférer quelle était l'émotion entendue par le participant dans l'IRM fonctionnel en regardant l'activité de son cerveau. Donc essayer de reconnaître quelle émotion la personne a vue ou a entendue simplement en regardant l'activité de son cerveau. Alors maintenant, juste quelques mots sur les déficits de la reconnaissance des émotions. Ils sont moins étudiés et moins bien compris que les déficits, par exemple, de la reconnaissance de l'identité de la personne, comme la prosopagnosie. Mais ici, vous avez une très grande étude qui a testé un très grand nombre de patients qui avaient des lésions cérébrales dans plein de régions variées du cerveau.
Et ce que vous voyez ici, c'est qu'en gros, plus les régions du cerveau sont rouges, plus ces régions sont importantes pour le traitement des émotions sur le visage, en l'occurrence. Et ce qui a un peu frappé les auteurs, c'est qu'on trouve beaucoup de régions qui sont des régions somatosensorielles, c'est-à-dire qui sont impliquées dans la réaction, dans la représentation de votre propre réaction corporelle, d'accord ? Éventuellement même dans le ressenti émotionnel. Ce qui a suggéré un lien entre le fait de voir un visage émotionnel et de soi-même ressentir l'émotion correspondante, avec même pour certaines personnes l'idée que c'est parce que vous êtes capable de ressentir cette émotion que vous pouvez reconnaître l'émotion sur le visage de la personne, ce qui impliquerait un rôle de l'empathie. Alors, je prends juste peut-être 1 minute pour vous montrer un exemple d'un patient qui a une lésion du système limbique assez massive, donc qui a une lésion à la fois de l'amygdale, de l'hippocampe, de manière bilatérale, et qui est testé par ce groupe de neuropsychologues et neurologues pour la reconnaissance du dégoût, d'accord, de l'expression faciale, juste pour que vous ayez une idée un petit peu du fonctionnement. Oups, pardon, je recommence. Ok. Voilà, et peut-être juste alors pour conclure, donc ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'effectivement, il y avait un grand nombre de régions cérébrales que l'on sait impliquées dans les émotions, d'accord ? Il n'y a plus aucun doute sur le fait que le siège de l'émotion, c'est le cerveau, mais ce n'est pas très clair, en fait, actuellement dans la recherche, quelles sont les régions cérébrales qui sont spécifiques pour telle ou telle composante de l'émotion, que ce soit le ressenti subjectif conscient, que ce soit la tendance à l'action, donc le fait d'approcher ou d'éviter un stimulus émotionnel, ou le fait, par exemple, de reconnaître une émotion chez quelqu'un. Les modèles actuels considèrent que si jamais vous percevez, par exemple, cette personne qui exprime de la peur, vous allez utiliser un réseau distribué qui, en grande partie, correspond à des régions déjà présentées par Patrick Vuillemier tout à l'heure pour le réseau de traitement des visages, qui inclut des régions médiales préfrontales, les régions du cortex somatosensoriel de l'insula, des régions du sillon temporal supérieur, et puis des régions visuelles, avec un rôle extrêmement important de l'amygdale qui va, dans une certaine mesure, non seulement moduler l'activité du reste du cerveau quand vous voyez une expression faciale émotionnelle, mais également déclencher une émotion en vous. Parce que ce qui est clé, évidemment, c'est de réagir à ces émotions que vous voyez. Si jamais quelqu'un arrive vers vous avec une expression de colère très intense et vous regarde dans les yeux, il ne faut pas juste reconnaître qu'il est en colère. Il faut déclencher une réaction potentiellement de peur face à ça. Donc, il y a des liens très forts entre les mécanismes qui reconnaissent et les mécanismes qui déclenchent une émotion en vous. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention et puis on peut passer la parole. Merci, Monsieur Sander. En tout cas, ce que vous nous avez raconté, ce n'est pas triste du tout. Ça, on est sûr. Hein. Personne n'a éprouvé de la tristesse. Bien. Donc, voilà, reconnaissance des visages, reconnaissance des émotions. Mais finalement, ça ne se passe pas dans tous les cas de la même manière. Notre cerveau n'est pas toujours aussi habile à reconnaître des visages. Je pense que vous avez tous remarqué on réussit moins bien à reconnaître des visages d'une personne qui appartient à une race qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on entend souvent dire « Mon Dieu, ces gens, ils se ressemblent tous, je n'arrive pas à les reconnaître ». Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais c'est cette impression que l'on a.
Alors là aussi, bien pourquoi? C'est Roberto Caldera qui va nous expliquer cela. Donc vous êtes psychologue, Monsieur Caldera. Oui. Vous êtes aussi un neuroscientifique puisque vous utilisez beaucoup l'imagerie dans vos recherches. Et vous m'avez dit quand on a préparé cette conférence, un spécialiste de neurosciences culturelles. C'est quand même très très joli, c'est une belle expression. Alors, Monsieur Caldera, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir. Je suis très content de pouvoir vous présenter nos résultats également. Je vous interromps 2 minutes pour dire aux gens qui sont là-haut qu'il y a plein de places ici, si vous voulez descendre. Voilà. Pardon de vous interrompre. C'est pas grave. Messieurs, mesdames qui êtes au fond debout, il y a plein de places devant, si vous voulez vous asseoir. Pardon. Vous m'entendez bien si je me mets là ou pas? Ouais, voilà. Parce que moi j'aime bien bouger, contrairement à mes collègues, j'arrive pas à rester figé. Alors, bonsoir. Ben, voici la question à laquelle je vais essayer de répondre dans les prochaines 15-20 minutes. C'est pourquoi nous avons un problème à reconnaître des visages qui ne sont pas de notre propre race. Comme Patrick Vuillemet l'a souligné tout à l'heure, notre cerveau, c'est une machine vraiment très sophistiquée et disons, souvent on dit que notre cerveau, c'est la machine parfaite. On a un système, par exemple, de reconnaissance de visage qui se spécialise avec l'expérience et qui devient un système expert. Mais le problème de ce système, c'est que cette expertise a quelque part un coût. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans les études que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, imaginez-vous que vous êtes un martien, vous atterrissez sur la planète Terre et vous commencez à vous balader, d'accord? La première chose que vous allez remarquer, c'est que les êtres humains se distinguent par des caractéristiques physionomiques vraiment très différentes, d'accord? Et c'est ce qui définit un peu le concept de race. C'est-à-dire que le concept de race est un concept universel qui permet de catégoriser les êtres humains qui habitent dans des localisations géographiques distinctes sur la base de propriétés physionomiques qui sont saillantes, comme la couleur de la peau, les yeux, etc. C'est ce qui définit les grandes races humaines. Mais la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que cette catégorisation visuelle que nous faisons de manière tout à fait automatique a un impact fort sur nos performances dans la reconnaissance des visages. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose vraiment qui nous passe à l'esprit, c'est que quand on voit des visages qui ne sont pas de notre propre race, ils se ressemblent tous. Par exemple, vous voyez ici, c'est une manifestation de femmes en Inde. Et en théorie, quand vous voyez toutes ces femmes d'un coup, eh bien, vous avez une forte impression que on a répliqué, qu'on a fait 100 fois la même photo. D'accord? Et ce phénomène-là, il est intéressant de souligner, existe dans toutes les cultures, c'est-à-dire que les Indiens ils ont autant de problèmes que nous à les reconnaître et vice-versa. Et un exemple qui est donné souvent dans mon domaine, comme étant une grande démonstration d'un effet d'une étude sur le champ, est celui-ci. Malheureusement, c'est en anglais, mais j'espère que ça va. Vous allez le voir. Ah, pardon. J'ai oublié de brancher le son. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est un exemple très drôle parce que la personne, justement, ne reconnaît tout le temps Jackie Chan, alors que ce n'est pas Jackie Chan, et vous pouvez vous dire, ben non, ça c'est un dessin animé, c'est vrai, on rigole un peu pour ça, mais regardez plutôt ce qui arrive à ce journaliste de la BBC, c'était pendant les Jeux Olympiques de Beijing, et le journaliste était en train de faire un reportage sur Michael Phelps à la place Tiananmen, et vous verrez que c'est à peu près la même chose qui lui arrive, et que ça démontre aussi que les Asiatiques, ils ont autant de problèmes que nous à nous reconnaître. Alors, attendez.
Not Michael Phelps. I've never experienced anything like this in my life. If Michael Phelps actually did come down, it would be absolute pandemonium down here. I keep telling them my name is Steve Parry from Great Britain. Maybe they watch me swim in Athens. I don't know. I've never felt like a bigger fraud in all my life. But I'm not Phelps. I'm not Michael Phelps. I'm not Phelps. Ok, mais il est important de souligner également que malheureusement, ce phénomène-là, des fois, a des conséquences qui sont un peu plus dramatiques que celles du journaliste sur la place de Tiananmen. Par exemple, cette personne est très célèbre en Angleterre à cause des attentats de juillet 2005, parce que cette personne a été malheureusement pour lui misidentifiée comme étant cette personne qui était un terroriste, et elle a été tuée dans le métro londonien. D'accord? Et aussi, il m'a paru aussi important de souligner que dans le cadre de l'étude de l'autre race, souvent on soulève des exemples qui concernent malheureusement très souvent la société américaine, dans lesquels, par exemple, des personnes sont, à cause de ce phénomène, misidentifiées, c'est-à-dire on croit que c'est cette personne, mais en fait ce n'est pas du tout. Et cet homme, par exemple, ici, vient d'être libéré après 30 ans de prison parce qu'il a été en fait identifié comme étant l'acteur d'un viol par la personne qui était violée, mais ce n'était pas lui. C'est-à-dire que grâce au DNA, maintenant, il y a un certain nombre de personnes, et surtout, nous sommes en train de faire une recherche dans la littérature en ce moment, et on a vu que les 5 cas de personnes qui ont été libérées après 40 ans ou 35 ans de prison grâce à une évidence du DNA, quand il s'agit de Noirs américains, les 5 cas sont malheureusement victimes d'un effet de l'autre race. Donc, cela soulève vraiment l'importance qu'il y a à étudier ce phénomène. Mais alors, pourquoi ces visages, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils se ressemblent tous. Par exemple, en psychologie, ça fait depuis longtemps qu'on sait que les visages, on a posité que de manière vraiment théorique, c'est que dans notre tête, les visages de notre propre race seraient distribués dans un espace qui est plus grand, dans lequel on aurait beaucoup plus d'exemplaires, d'accord? Par exemple, vous pouvez vous imaginer que les points ici représentent les visages qui sont blonds aux yeux clairs, et par exemple, ici, dans cette côté de l'espace, c'est les visages qui sont noireaux aux yeux clairs, etc. Et qu'ici, il y aurait des femmes qui ont des cheveux ni clairs ni foncés, etc. C'est-à-dire que le réseau, quand il se spécialise, il va mettre les visages dans des endroits séparés de façon à pouvoir les discriminer de manière plus facile. D'accord? C'est un mécanisme qui serait vraiment adaptatif. Par contre, quand vous avez ce type de stratégie, et maintenant vous rencontrez des visages asiatiques, vous vous rendez vite compte, par exemple, ça c'est l'équipe de football de Chine, qu'ils ont tous les cheveux foncés, les yeux foncés. Donc, votre système expert maintenant n'est plus capable de pouvoir discriminer facilement ces visages d'une autre race. Et nos travaux ont montré, jusqu'à ce stade, c'était vraiment simplement un modèle théorique. Et ce que nous avons fait pour commencer, par exemple, nous avons fait un modèle computationnel pour essayer de voir si, en entraînant un modèle artificiel, on pouvait reproduire les propriétés de ce modèle. C'est-à-dire qu'on a recréé, par exemple, de manière complètement virtuelle, l'expérience que pourrait voir un enfant qui serait soumis à voir des visages, dans ce cas-ci, par exemple, de type européen, d'accord? Quand il est confronté à des Européens, vous voyez qu'il distribue les visages qu'il n'a jamais vus dans un espace qui est large par rapport à quand il voit des visages asiatiques, d'accord? Et ensuite, l'avantage qu'on peut faire avec ce type de modèle, puisque ce sont des modèles complètement artificiels, ce sont des modèles computationnels, on peut entraîner le même ordinateur à reconnaître des visages asiatiques, d'accord, et présenter cette fois des Asiatiques et des Européens, et vous voyez que ça s'inverse, c'est-à-dire que les propriétés de cet espace de représentation sont maintenant inversées, c'est-à-dire que les visages asiatiques sont distribués dans un espace plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose qui est naïvement, que les gens nous posent souvent comme question, c'est « Ah mais oui, les Asiatiques se ressemblent tous parce que physiquement, ils sont tous pareils. » Ça montre clairement que ce n'est pas le cas.
D'accord? Et puis, d'autre part, si vraiment ils étaient tous physiquement pareils, imaginez-vous le désastre que ce serait de vivre à Beijing où les gens ne se reconnaîtraient pas continuellement. Donc, c'est vraiment... Ici, c'est une preuve physique, mais c'est vraiment, ça ne tient pas la route. Alors, en psychologie, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'en reconnaissance, quand on doit reconnaître des Asiatiques, eh bien, on fait plus d'erreurs. Et malheureusement, il y a aussi le deuxième biais, c'est que non seulement on fait plus d'erreurs à dire « moi je l'ai vu, je ne l'ai jamais vu », mais on a un biais on a tendance à dire « ah oui, j'ai déjà vu ». C'est ce qui pose problème dans les cas juridiques. Et on a des temps de réponse plus longs. Par contre, comme vous le verrez tout à l'heure, quand il s'agit de catégoriser les visages et dire ce visage-là c'est un Asiatique ou c'est un Européen, on est plus rapide à catégoriser les visages asiatiques. On va plus vite, on presse le bouton plus vite. Je reviendrai sur ce phénomène tout à l'heure. Mais la grosse question qu'on a depuis des années dans ce domaine, c'est mais pourquoi on a de la peine? Est-ce que c'est juste l'expertise visuelle? C'est parce qu'on voit des visages européens tous les jours qu'on développe ce type, que notre système se développe pour ce type de visage, ou c'est à cause de stéréotypes sociaux? C'est-à-dire qu'on se dit « oh, mais tous les Asiatiques se ressemblent, je suis en train de voir un Asiatique, donc du coup, je ne le reconnais pas. » D'accord? Je caricature un peu. Et ce sont vraiment les questions qui ont intéressé vraiment les psychologues pendant des années et les questions à lesquelles les neurosciences vont apporter une réponse. Parce que les neurosciences permettent exactement de répondre à ces questions parce qu'elles peuvent identifier où, quand et comment ce phénomène prend place. Et ce sont ces études que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. D'accord? Et je tiens à le préciser, toutes les études que vous allez voir, je ne vais pas me répéter souvent, tout le temps, il y a tout le temps deux groupes d'observateurs, c'est-à-dire il y aura des groupes d'observateurs européens et des groupes d'observateurs asiatiques qui sont confrontés des fois à 3 races de visage ou des fois à 2 races de visage. Pourquoi on fait ça? Parce que si on observe le même phénomène, mais pour les visages qui sont croisés, d'accord? C'est-à-dire que si on observe que un phénomène au niveau neurophysiologique pour les caucasiens, pour les visages caucasiens et pour les personnes asiatiques sur les visages asiatiques, on peut conclure qu'on a un phénomène qui se croise à travers les races et qui est vraiment un bon prédicteur pour l'effet de l'autre race. Alors, une des premières études que je vais vous présenter est celle-ci. Nous avons utilisé une technique que Patrick Vuillemé a présentée brièvement, ce sont les potentiels évoqués. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on pose des électrodes sur la tête des sujets et on regarde comment les activités cérébrales sur le scalp se distribuent pendant que les sujets, par exemple dans ce cas, voyaient des visages qui étaient de 3 races différentes, qui étaient en position normale ou en position inversée. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on inverse les visages, notre système a de la peine à les traiter et c'est un bon marqueur pour l'expertise visuelle que notre système a développé pour un stimulus particulier. D'accord? Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à 170 millisecondes, ça va très très vite, dans les électrodes qui sont plus ou moins ici, uniquement pour la condition dans laquelle nous avons inversé ces visages, on trouve que le signal est plus fort. C'est-à-dire que c'est comme le système disait, il y a un problème, mais il le dit uniquement pour les visages pour lesquels il est expert. C'est-à-dire si vous êtes européen, cette condition-là va être c'est celle qui va engendrer une décharge plus forte par rapport à toutes les autres. Par contre, si vous êtes asiatique, c'est celui-là. D'accord? Et donc là, on peut déjà conclure qu'à 170 millisecondes, le système, déjà, pour cette condition-là, il détecte la race des visages. Et les images que vous voyez ici et que vous allez voir tout à l'heure, une des particularités, pourquoi vous voyez ces images brouillées, c'est parce que comme ça, on élimine tout ce qu'on appelle les propriétés de bas niveau, c'est-à-dire que pour le système visuel, ces 3 images-là sont parfaitement identiques d'un point de vue de luminance et de contraste. D'accord? C'est pour égaliser les différences, par exemple, qu'il y a au niveau de la peau, etc. Et ça, c'est un des premiers résultats que nous avons trouvé. Le deuxième résultat, nous avons utilisé un paradigme qui est légèrement différent. D'accord? On a présenté nos sujets avec des séries de visages comme ça, dans laquelle vous avez un adaptateur qui est expressif. C'est une suite de 2 images. Quelle est l'idée qui était derrière? Un des phénomènes neurophysiologiques les plus puissants que les neuroscientifiques utilisent, c'est le phénomène d'adaptation neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, quand il est soumis
à une répétition de 2 fois la même information, ben, les neurones qui sont en train de traiter cette information, ils ne sont pas dupes. C'est-à-dire que si on leur présente le premier visage et que le deuxième visage c'est exactement le même, les neurones qui sont en train de travailler pour coder ce visage-là, et uniquement ceux-là, vont décroître leur signal. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ben, vous m'avez présenté 2 fois la même image ». Et donc, avec ce type de manipulation expérimentale, nous pouvons détecter quels sont les neurones qui sont responsables d'un traitement particulier à un moment donné. C'est vraiment une technique très puissante qui est utilisée en imagerie cérébrale pour permettre d'identifier quels sont les neurones qui sont dédiés à une tâche donnée. Parce que vous pouvez le faire avec du langage, n'importe quelle tâche, et uniquement les neurones qui diminuent leur activité suite à la présentation de la même information sont ceux qui sont en train de traiter cette information. Alors pourquoi nous avons utilisé ce paradigme? Ben, comme vous pouvez le voir ici, dans ces cas-là, il s'agissait, le sujet voyait une personne qui est souriante, ensuite il voit une personne autre, mais c'est la même identité. Dans ce cas-ci, par exemple, c'était exactement, on présente d'abord une image, et ensuite, dans ce cas-là, c'est quelqu'un de différent. Évidemment, puisque c'est un visage asiatique, nous, Européens, on le perçoit presque comme étant la même personne, mais je vous assure, ce n'est pas la même personne. Et qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Ben, quand on a fait cette expérience-là, nous avons enregistré encore une fois les réponses cérébrales sur le scalp des sujets avec l'EEG, et nous avons, pour chaque paire d'événements comme celle-ci, nous avons nous avons extrait au niveau du scalp tous les signaux électrophysiologiques. D'accord? Et ce que nous avons trouvé, c'est que encore une fois, sur les électrodes qui sont sur le lobe occipito-temporal, une condition pour les 2 groupes de sujets était particulière, c'est-à-dire la condition dans laquelle les sujets voyaient, pour les Européens, la répétition de 2 visages qui étaient de la même identité, d'accord, ont engendré une adaptation qui était plus forte. Par contre, pour les Asiatiques, ce n'est pas cette condition-là qui était la plus forte, mais comme vous pouvez le voir, c'est la condition dans laquelle 2 visages asiatiques avaient la même identité. Par contre, les 3 autres conditions ont donné une réponse qui était identique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que les neurones dans le cortex occipito-temporal, ici, voilà, c'est en fait ici qu'on a observé ce type de réponse entre 130 et 180 millisecondes, ont codé de manière appropriée uniquement les visages de la propre race. Les autres visages, pour eux, ils étaient identiques. C'est-à-dire qu'on a formellement reproduit l'effet de ressemblance. C'est-à-dire que si vous présentez 2 fois des visages asiatiques qui soient de la même identité, de différentes identités, on ne voit pas la différence. Et les neurones ne voient pas la différence. Et tout cela se passe très vite, ça se passe entre 130 et 180 millisecondes. Et c'est à peu près ce que vous avez ici. C'est-à-dire qu'on a un codage efficace pour les neurones de notre propre race, ça active plus de neurones et ça donne une réponse appropriée. Par contre, les autres conditions ne sont pas très bonnes. Et la même chose pour les observateurs asiatiques qui l'ont pour évidemment leur propre race. Maintenant, on va passer à la question suivante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est plus rapide à catégoriser les visages d'une autre race quand on demande au sujet si c'est un asiatique ou un européen. Nous avons fait la tâche suivante. Je vais vous demander de dire si c'est un asiatique ou un européen. Si je vous présente ça très vite. C'est normal, vous devriez être au hasard. C'est très difficile, mais là, asiatique ou européen? C'est un asiatique. OK, là. Et je vous assure, ça va même plus vite. Non, ça, c'est un européen. Mais quelle était l'idée que nous avons faite? C'est-à-dire, nous avons manipulé l'information visuelle de manière qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire en révélant des images comme ça, et nous voulions savoir à quel moment notre cerveau et nos sujets pouvaient faire la différence et dire, par exemple, ici, par exemple, on dit, oh, ça, on le voit clairement, c'est un asiatique, qu'est-ce que c'est là, on ne le voit pas, c'est un européen, d'accord? Nous voulions voir combien d'informations le système visuel avait besoin pour faire cette tâche. Et ce que nous avons trouvé, c'est ce que ça veut dire ici, c'est qu'à 40% de signal,
les sujets sont capables de dire c'est un Européen asiatique, mais de manière inversée. C'est-à-dire que si vous êtes Européen, c'est ici. La ligne bleue, la ligne rouge, c'est-à-dire c'est vraiment la quantité d'informations dont vous avez besoin ici. Et la ligne rouge, c'est votre performance, d'accord? Ici, la ligne sur les X. En fait, ce que ça montre, c'est que vous êtes beaucoup plus performant, c'est-à-dire que vous avez besoin de moins de signal pour faire cette tâche avec les visages asiatiques que européens. Et l'effet s'inverse avec les Asiatiques, c'est-à-dire que les Asiatiques, ici par exemple, à 40%, nous on est capable de voir un visage asiatique, et les Asiatiques ont besoin de plus d'informations pour voir cette même chose. D'accord? Et l'effet s'inverse, c'est-à-dire qu'eux ils sont meilleurs à voir avec moins de signal un visage européen que les Asiatiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous avons retrouvé le même phénomène au niveau du cerveau, c'est-à-dire que le signal au niveau du cerveau varie de la même manière. Et c'est encore une fois sur ces électrodes qui sont dans le cortex occipito-temporal. Qu'est-ce que ça veut dire et comment nous interprétons ça? Ben, c'est simplement que chaque fois que vous voyez une image, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous voyez une image de type européenne, ben, automatiquement, votre système va demander plus d'informations parce que, comme vous avez l'habitude de voir des visages européens, ben, vous allez simplement vous dire « Oh, ben, cette personne-là ressemble à mon copain Paul, Jacques, etc. » Ça vous active beaucoup plus de choses, mais le prix que vous payez, c'est que vous demandez plus d'informations à votre système visuel. Par contre, quand vous voyez un visage asiatique, vous avez un effet catégoriel, c'est-à-dire vous allez vous arrêter, vous dites « Oh, c'est un Chinois, c'est tout. » Et ceci, c'est-à-dire ça va plus vite dans le cerveau, mais c'est au détriment d'un codage fin dans l'information. C'est-à-dire que cet avantage qu'on a dans la catégorisation, on le perd après dans la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne le code pas de manière optimale. Finalement, je vous ai montré, et je vais aller très vite maintenant avec ça, dans le temps, quand est-ce que ça se passe, je vous ai déjà donné des idées de comment ça se passe dans le cerveau, pourquoi on ne le reconnaît pas, mais je ne vous ai pas très précisément dit où ça se passe. Alors pour ça, on utilise des autres techniques comme l'IRM fonctionnel qui nous permettent de précisément dire où est-ce que ça se passe. Dans les années 2000, par exemple, les premières études ont montré que ce gyrus fusiforme droit était sensible à la race des visages et il répondait plus aux visages pour lesquels on espère que les autres visages. D'accord? Plus récemment, que ce que les chercheurs ont montré, c'est que encore une fois, dans ces aires-là du cerveau qui sont sensibles au codage des visages, maintenant on arrive même à prédire la race du visage que le sujet est en train de voir, d'accord, en étudiant le pattern d'activation cérébrale de ces neurones. Et nous avons voulu aller légèrement un peu plus loin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, maintenant ce qu'on va voir, nous avons d'abord localisé les aires cérébrales qui sont sensibles à la reconnaissance des visages chez nos sujets. Et ensuite, nous avons présenté des sujets avec des visages qui étaient asiatiques et européens. Et nous avons été dans chacune de ces aires voir le codage, c'est-à-dire comment ces neurones répondaient à chacun des visages. D'accord? C'est comme un codage génétique. C'est-à-dire que vous présentez quelque chose, vous regardez comment les neurones répondent et vous avez un profil d'activation. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a voulu voir? On a essayé de voir quelle région présenterait ce type de propriété, c'est-à-dire quelles régions du cerveau qui sont sensibles à la reconnaissance des visages distribueraient les activations, le profil d'activation comme je vous ai montré tout à l'heure, de manière optimale, c'est-à-dire qu'elles distribueraient les activations pour les Européens dans un espace beaucoup plus large qui permet la discrimination par rapport au visage asiatique dans un espace plus restreint. Et en fait, nous avons trouvé une région qui présente cette particularité, qui a encore une fois ce fameux gyrus fusiforme, uniquement à droite. Ça, ce sont les données que je vous ai montrées tout à l'heure avec l'adaptation. Vous voyez qu'il y a une grosse convergence dans nos histoires. Ici, on a montré qu'à 130-180 millisecondes, notre cerveau a des mécanismes de codage efficaces uniquement pour les visages de notre propre race. Et ici, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce graphique, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand vous voyez le rouge ici et le jaune, ça signifie simplement que plus c'est rouge, plus les patterns, le codage des visages que les sujets ont utilisés était similaire. Et ici, en l'occurrence, il s'agit du pattern d'activation pour les visages asiatiques et pour les Européens. Et vous voyez ici que
ce codage-là est beaucoup plus différent, c'est-à-dire qu'il ne corrèle pas, c'est-à-dire que pour chaque visage qu'on a présenté, le codage, comme un codage génétique, était différent. Et du coup, le sujet peut facilement reconnaître les visages européens. Par contre, quand il s'agit de visages asiatiques, ça ressemble beaucoup plus et du coup, il ne peut pas les distinguer. Et la même chose ici pour les sujets asiatiques. Avec les visages européens, le pattern génétique, on va l'appeler comme ça, est quasiment identique pour différents visages, alors que pour les visages asiatiques, est beaucoup plus diversifié. Et donc voilà, en conclusion, maintenant, nous savons quand, où et comment cela se passe. Nous avons des représentations neuronales optimisées pour traiter précocement des visages de notre propre race. Nous avons une perception catégorielle précoce qui nous permet de dire « Ah, c'est un visage qui n'est pas de ma race ». Et ce mécanisme pourrait être lié à ce que Patrick Vuillaumier a souligné lors de dans sa première diapositive. C'était peut-être des mécanismes très primaires que nous avons dans notre cerveau qui nous permettent de reconnaître des gens qui font partie de notre groupe par rapport aux gens qui ne font pas partie de notre groupe. D'accord ? Mais en gros, ce que nos données montrent, c'est que l'expertise visuelle, le gyrus fusiforme droit, est vraiment l'explication critique pour ce phénomène de mauvaise reconnaissance des visages d'une autre race. Et puis, j'aimerais conclure avec quelques idées pour le futur. Évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme application par rapport à nos résultats? On peut imaginer des procédures d'entraînement qui permettraient d'optimiser, par exemple, ce type d'effet. On pourrait, par exemple, une question que souvent on nous pose, c'est de dire comment le racisme modulerait ces phénomènes et voir exactement comment on pourrait moduler les deux variations. Mais également, et ça c'est peut-être la partie la plus ambitieuse, et comme la présentation de hier, même si nous n'avons pas les résultats, je crois que les scientifiques doivent être ambitieux. Et un des rêves que nous aimerions avoir, c'est de pouvoir avoir des outils qui pourraient mesurer de manière objective, par exemple, la nature des représentations qu'un sujet a pour les visages d'une autre race. Et ceci, par rapport à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre de témoignages oculaires, serait vraiment peut-être un outil qui permettrait de balancer des témoignages dans des cas difficiles comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. D'accord ? Je finirai par remercier mon étudiant Luca Vizzioli qui a fait tout ce travail avec moi et vous pour votre attention. Merci beaucoup.